Merci, monsieur le coordinateur adjoint. À l'intention de l'Assemblée, j'ai juste 2 points. Le premier point, quand a été annoncée cette conférence débat, les esprits étaient surexcités jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tout à l'heure, le recteur a parlé de consensus. Moi, en tant que modérateur, je ne parle pas de consensus. J'évoque la tolérance. Donc, on est venu de tous bords. Même si les esprits sont extasiés, mais on doit se tolérer. À l'intention des panélistes, en latin, on dit intelligenti pauca. Donc, il suffit de peu de mots pour dire beaucoup de choses. Donc, on a 5 panélistes pour 30 minutes. Donc, chacun aura 6 minutes. Donc, je ne tolérerai pas qu'on arrive à 7 minutes. Donc, on sera à 6 minutes. C'est quand on va arriver au débat qu'on va voter ensemble quelles minutes chacun des débatteurs peut en avoir. Sur ce, je demande au docteur Kengi Tona de passer, il a 6 minutes pour nous entretenir sur la Constitution en droit constitutionnel, 2 points, rédaction et révision. Franchement, monsieur le modérateur, c'est une entreprise extrêmement difficile pour entretenir l'Assemblée ici sur cette question combien très importante en 6 minutes, mais nous allons nous évertuer, toujours avec les exceptions possibles. L'objet de notre thème, qui est intitulé « La Constitution en droit constitutionnel, rédaction et révision », consiste à nous prononcer sur l'encadrement juridique, autrement dit, le régime juridique de l'élaboration et de révision de la Constitution en droit constitutionnel. Pour ceux qui n'ont pas été à l'école de droit, parce que tout à l'heure, dans les propos de Dr Ndouy, il a dit que le rôle de l'enseignant est d'être intelligible. Je vais utiliser les mots simples pour faire comprendre à l'assistance qu'est-ce que l'élaboration ou la révision d'une constitution en droit constitutionnel. Et donc, le droit constitutionnel, pour faire simple, est une branche du droit public interne qui étudie les règles relatives à l'encadrement des phénomènes politiques ou bien des faits politiques. Et vous savez que les faits politiques ne sont pas saisissables. Les faits politiques sont insaisissables et donc les phénomènes politiques s'expriment à travers les institutions. Et donc, pour percevoir la politique, il faut percevoir le rôle affecté aux différentes institutions de la République, mais également les normes juridiques qui concourent tous à l'exercice de la politique au sein de l'État. Donc, le droit constitutionnel repose sur 4 notions fondamentales. C'est l'État d'abord, qui est le cadre de l'exercice du pouvoir politique. Ensuite, vous avez la Constitution, qui est cette norme juridique qui encadre l'exercice du pouvoir politique. Vous avez la démocratie, qui est le système politique qui permet au peuple, qui permet la participation du citoyen au pouvoir. Et vous avez les régimes politiques que l'on classe en régime parlementaire et régime présidentiel. Mais de ces 4 notions fondamentales du droit constitutionnel, la Constitution est l'élément de base du droit constitutionnel. Pourquoi est-ce que la Constitution est l'élément de base du droit constitutionnel? Parce que dans l'État contemporain, où l'État est une institution, pour que l'État existe, il lui faut un statut. Et le statut de l'État, c'est la Constitution. C'est la Constitution qui donne à l'État une existence juridique au même titre que les individus. Et donc, pour faire simple, pour ceux qui ne sont pas des juristes, la Constitution, c'est le statut de l'État. Et la définition la plus simple de la Constitution est celle qui est donnée par Georges Cornu dans le lexique des termes juridiques que je cite ici. La Constitution est l'ensemble des règles suprêmes
fondant l'autorité étatique, organisant ses institutions, lui donnant ses pouvoirs et souvent aussi lui imposant des limitations, en particulier en garantissant des libertés aux sujets ou aux citoyens. C'est pourquoi vous savez que la Constitution de nos jours est devenue un enjeu fondamental des processus de démocratisation. La Constitution est devenue une préoccupation pour toutes les sociétés démocratiques. Le caractère de la loi fondamentale des constitutions, leur suprématie, plaide contre toute idée de révisibilité. Pour certaines personnes, elles pensent que du fait que la Constitution est la norme suprême, dans ce cas, la Constitution ne peut pas faire l'objet d'une révision. Et vous avez... Mais que pouvons-nous penser de cette affirmation? Qu'est-ce que nous pouvons dire de ceux qui s'opposent à la révision de la Constitution? L'immutabilité absolue des constitutions peut entraîner un blocage de la vie politique. Si on pense qu'on ne peut pas réviser la Constitution, ça peut entraîner un blocage de la vie politique. La négation. Ouais, on va y aller. La négation du droit de révision expose à un déphasage de la Constitution par rapport aux réalités politiques, économiques et sociales mouvantes par principe. Les réalités ne sont pas les mêmes suivant les époques. Les époques changent et donc il est important, quand on pense que la Constitution ne peut pas être révisée, c'est aussi une erreur. Et il y a d'autres qui pensent que la Constitution peut faire l'objet d'une révision. Parce que une Constitution qui n'évolue pas est une Constitution morte et facile à enterrer. La bataille des idées est rude autour du thème de révisibilité. Les constitutions ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil. C'est l'affirmation d'un homme politique français qui s'appelle Royer-Collard. Jean-Jacques Rousseau aussi écrivait que le peuple est toujours maître de changer ses lois, même les meilleures. Le peuple est libre de changer ses lois, même les plus meilleures. Il faut prendre en considération qu'une constitution peut être toujours victime de l'usure du temps. Elle peut finir par révéler ses insuffisances. L'exemple de la Constitution nord-américaine de 1787 qui a été révisée 27 fois. Il y a eu 27 amendements de la Constitution américaine. De même aussi, la Constitution française de 1958 a subi 24 amendements. Ça veut dire que ne pas toucher la Constitution, ce n'est pas une bonne idée. La révision permet de combler les lacunes ou d'adapter les dispositions contingentes. Une révision peut combler d'éventuelles lacunes. Un texte aussi parfait soit-il ne peut tout prévoir. Au contraire, les insuffisances, lacunes vides sont souvent mises en lumière lorsqu'il est question de mettre en pratique une constitution. Je donne un exemple. Si vous allez dans la constitution de notre pays, vous allez retrouver qu'il y a un dernier chapitre qui est consacré aux dispositions transitoires. Est-ce qu'on va garder les dispositions transitoires là pendant toute notre vie sur cette terre? Est-ce que la transition est en train de continuer ou bien la transition est terminée? C'est pourquoi c'est important d'enlever ces dispositions transitoires. Parce que ces dispositions-là n'ont plus la raison d'être. C'est pourquoi il est important de réviser la Constitution. La nation a le droit de changer sa Constitution. C'est ce que déclare même la Constitution française de 1791. Une génération ne peut assujettir ses lois aux générations futures. C'est ce que proclame même la Constitution française de 1793. De ce point de vue, la disparition ne saurait être confondue avec la suspension de la Constitution, qui est une cessation provisoire, et son application ou une mise en parenthèse. Ici, il s'agit de recours à l'article 16 de la Constitution française. Une manifestation de volonté abroge la Constitution. La Constitution du 3 juin 1958, s'agissant de celle de 1946. Je vous remercie pour votre aimable attention. Donc j'invite le député de Maïki pour venir nous parler de cette proposition de loi sur la révision de la Constitution. Avant d'y aller, je voudrais revenir rapidement sur l'historique des constitutions en République centrafricaine. Comme ça va vous donner une idée claire sur le travail que nous sommes en train de faire.
Ok. Ok, d'accord. La première constitution de la RCA a été élaborée le 9 février 1959. La seconde, il y a eu 2 révisions constitutionnelles sous le règne du président Dako. Le 12 décembre 1960, qui a instauré le régime présidentiel, et le 28 décembre 1962, qui a consacré le principe du parti unique. Lorsque Bokassa est arrivé, il a fait adopter une autre constitution pour créer l'Empire centrafricain. C'était le 4 décembre 1976. Nous avons eu une 3e constitution, le 1er février 1981, sous le règne de Dako. Dako II. La 4e constitution est intervenue le 21 novembre 1986 sous le règne du président Kolimba. La 5e, du 28 décembre 1994, sous le règne du président Patassé. La 6e constitution est celle du 5 décembre 2004 sous le règne du président Bozizé. La 7e est celle du 30 mars que nous décrions aujourd'hui et pour lequel nous sommes en train d'apporter des modifications. Très chers participants, est-ce qu'aujourd'hui on peut interdire à l'Assemblée nationale actuelle de la RCA de modifier ou de réviser la Constitution? Voilà, je vais vous donner un exemple. Ça, c'est la Constitution du 30 mars 2016 que j'ai ici. Allons à l'article 156 de cette Constitution. Je vais vous donner la disposition et vous verrez que cette disposition, quand vous parcourez toutes les constitutions au monde, vous ne verrez jamais une telle disposition. En attendant la mise en place du Sénat. Une constitution qui dit en attendant la mise en place d'une institution. Et lorsque cette constitution dit en attendant la mise en place du Sénat, l'Assemblée nationale exerce la totalité du pouvoir législatif. Qu'est-ce que cela veut dire? En termes simples et simplistes, comme nous n'avons pas encore de Sénat mis en place, l'Assemblée actuelle jouit de la plénitude du pouvoir parlementaire. Le fait de limiter le mandat, 5 ans renouvelables, une fois, c'est ce qui a été dit. C'est pourquoi j'ai dit, écoutez, si on regarde dans la sous-région, même dans les pays de CEMAC, vous verrez que cette histoire a été réglée. Bon nombre de ces pays ont abandonné l'histoire de limiter le mandat. Et lorsqu'on les voit aujourd'hui, lorsqu'on voit ces pays, il n'y a pas image entre eux et la République centrafricaine. Et donc, c'est pourquoi je dis il faut qu'on saute. Et aussi, cet article-là règle un souci. On a créé dans cet article, on a dit dès que le président arrive, dès que le président est élu, il faut qu'il désigne un vice-président pour que le vice-président puisse l'aider dans l'exercice de ses fonctions, parce que ça règle le flou. Il y a un flou entretenu par l'article 47 de cette Constitution. Oui. Vous permettez que je lise l'intégralité de l'article 35 là, pour la compréhension de tous, d'accord? Ok. L'article 35 dispose: le président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin secret à majoritaire à 2 tours. 35. La durée du mandat du président de la République est de 5 ans. Le mandat est renouvelable une seule fois. En aucun cas, le président de la République ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs ou le proroger pour quelque motif que ce soit. Fin de citation. Je vous rappelle rapidement l'historique de la limitation des mandats. J'en ai fait part. Au départ, les mandats en Afrique n'étaient pas limités. Pour ceux qui suivent l'histoire, arrivé à un moment, le colonisateur s'est rendu compte que le fait que les présidents africains restent au pouvoir, ils ne respectent plus le colonisateur. Qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'il y a eu des accords qui ont été signés pour maintenir les États africains dans la pauvreté, pour les appauvrir et aussi soutirer d'une manière que ce soit les richesses de ce pays. Et donc, c'est-à-dire assujettir
le peuple africain. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le président Mitterrand va convoquer la conférence de la BOL pour demander à tous les 35 présidents africains qui étaient là de limiter leur mandat. Et il leur a dit, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'amitié et de coopération, mais nous allons rentrer maintenant dans le développement. Et il leur a demandé d'aller limiter les mandats. Et cela était assorti d'une mesure d'accompagnement. Malheureusement, bon nombre de ces États n'ont pas reçu les mesures d'accompagnement. Ils ont observé, ils ont laissé du temps. Peu de temps après, voyant que les mandats qu'ils ont limités touchaient déjà à leur fin, et ils n'ont pas vu rien, ils n'ont rien vu de concret. C'est comme ça que bon nombre de ces présidents sont revenus maintenant sur les décisions pour commencer à réviser encore leur constitution et en ne limitant plus les mandats. Quand vous parcourez aujourd'hui la sous-région, c'est ce qui a été fait. Et je m'estime heureux parce que dernièrement, le président Macron était au Cameroun. Dans ce pays-là, le mandat n'est pas limité, mais quand même, il était venu discuter avec des gens sur des partenariats. Deuxième, l'article 36. L'article 36 était pour régler le problème de... Pardon? Voilà. Effectivement. Je donne la lecture de notre nouvelle proposition. Nous avons précisé les jours, les tenues. Parce que là, nous sommes rencontrés à un problème. Lorsque on devait aller aux élections, il y a eu l'avènement de la Covid-19. Et donc, devant cette situation, il fallait trouver une solution pour que nous puissions avoir un glissement, pour que le pays puisse avoir, les institutions peuvent rester en place jusqu'à ce que la situation soit vraiment normalisée. Malheureusement, la proposition de loi qui a été faite par l'honorable Dimbélé a été rejetée par la Cour constitutionnelle parce que cela n'était pas prévu dans la Constitution. Et donc, pour prévenir des cas de force majeure, nous avons instauré l'article 36 nouveau pour que s'il y a un cas de force majeure, que les institutions soient maintenues en place en attendant que la situation soit normalisée pour que nous puissions vraiment revenir. À l'article 69 nouveau que nous avons proposé, ça nous renvoie au renouvellement du bureau de l'Assemblée. Parce qu'aujourd'hui, à l'Assemblée, lorsque le président est élu une seule fois, mais les autres membres membres reviennent chaque une année. Et alors nous sommes rendus compte que ça ne donne pas vraiment une stabilité au niveau de notre institution. Donc nous avons dit que le mandat peut être renouvelé. Des membres du bureau peuvent être renouvelés à mi-mandat. Comme nous avons 5 ans, les gens peuvent passer 2 ans et demi et on renouvelle. Juste pour que nous puissions vraiment trancher ce litige entre nous et qui nous divise pour rien. Et l'article 73 nouveau, nous avons parlé de la mise en place du Sénat. Comme là-bas on a dit en attendant la mise en place du Sénat, mais qu'est-ce qu'on attend encore pour que le Sénat soit mis en place? C'est pourquoi on a créé un article 113 nouveau pour que le Sénat soit créé. Mais maintenant, le mode de désignation, c'est là où on a dit il faut que ce soit les maires élus qui élisent les sénateurs. Nous nous sommes rendus compte que si on va comme ça, dans ce sens, nous n'aurons jamais le Sénat chez nous parce que ça fait plus d'une trentaine d'années on n'a pas eu des élections municipales. Celle qui vient, est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va vraiment se réaliser? Oui ou non? On n'en sait rien. C'est pourquoi en termes de prévision, nous avons dit, même si les maires sont désignés aujourd'hui par décret, qu'on leur donne également cette possibilité de désigner également les sénateurs. Et enfin, nous avons introduit la création d'une chambre de chefferie traditionnelle pour que nous puissions vraiment avoir à la base de notre pays. Il faut que les chefs traditionnels aujourd'hui se retrouvent également dans cette constitution parce que chez nous aujourd'hui, on ne respecte plus la chefferie traditionnelle et du coup, c'est un désordre qui s'installe. Lorsqu'on parle du civisme, mais les garants du civisme, ce sont ces chefs traditionnels. Si, en tout cas, on arrive à les ramener dans cette constitution, je pense que ça va redorer un peu le blason pour que les chefs puissent jouer leur rôle comme il se doit. Et enfin, nous avons
dans cette proposition, abroger certaines institutions constitutionnelles. Que lorsque le document est arrivé, et l'appréciation de mes collègues députés était que ces institutions ont été introduites dans notre constitution après le forum de Bangui, mais au jour d'aujourd'hui, ils font des doublons et donc ils deviennent budgétivores. À quoi bon les maintenir? On doit les faire partir pour que nous puissions vraiment donner également un peu de souffle à notre trésorerie pour que nous puissions vraiment aller de l'avant. Vous donnez l'exemple? Ok. Ok. Il y a la bonne gouvernance. Il y a le conseil économique et social. Il y a la médiation. Presque, je pense sur les 7 institutions, il n'y a que 2 institutions qui sont restées. L'autorité nationale des élections est restée et la haute cour de justice. Et il y a aussi la cour constitutionnelle, c'est-à-dire 3. Donc, 4 institutions sont appelées à partir. Donc, voilà un peu cette proposition. Et ce n'est qu'une proposition. Merci. Monsieur le Président, avant de clôturer. Ok. Avant de clôturer, je voudrais faire cette analyse. Lorsque la loi autorise quelque chose, aujourd'hui ici l'article 151 dit clairement que la révision de la Constitution appartient seulement à 2 institutions. Si ce n'est pas le président de la République, c'est le Parlement. Où est la place des autres dans ce qui se passe? Ce que la loi a autorisé, si toi tu veux te mettre à l'encontre de ce que la loi a ordonné, c'est que tu es délinquant. C'est-à-dire que tu violes la loi. Voilà ma conclusion. Je vous remercie. D'accord. Merci, honorable député politique. Les arguments politiques en faveur de la révision ou de l'abrogation de la Constitution du 30 mars 2016. Bon, quels sont les arguments juridiques? Donc, je fais appel au professeur Ndui pour lui donner les arguments juridiques en faveur de la révision ou de l'abrogation de la Constitution du 30 mars 2007. Soyez bref, hein? Merci, monsieur le modérateur. Je vais être bref, j'irai droit au but sur la base d'un document. Au moment où on rédigeait la Constitution en vigueur, le recteur, le regretté Bossi, avait mis en place, le gouvernement avait envoyé le projet de loi que j'ai toujours gardé. Vous voyez, c'est marqué projet de Constitution. C'est envoyé ici à l'université de Bangui. Et le professeur Bossi avait mis en place un petit comité composé de professeur Danzi. Hein? Oui, mais je vais droit au but. Professeur Danzi, Augustin Kangatoua, docteur Noël Ngoulet, il est dans la salle. Nduyabela Alexis, Gilbert Kandaou est là. Dieudonné Babon. Donc on a formulé des observations sur la Constitution. Ces observations n'ont pas reçu un écho favorable lors de l'adoption finale de ce document. Or, comme vous le dites, les arguments juridiques que je dois mettre en exergue, c'est d'abord les incohérences de forme. Beaucoup d'incohérences de forme que nous avons relevées dans ce rapport circonstancié signé n'ont pas été prises en compte. Première incohérence de forme, la transposition d'une déformation professionnelle des privatistes dans la Constitution. Ça veut dire, la Constitution, l'Assemblée nationale, à l'époque le Conseil national de CNT, au lieu d'être constitué de publicistes qui maîtrisent mieux la rédaction de ce texte juridique, l'Assemblée nationale était truffée de ceux qui ont fait du droit privé. Les avocats, dont Kakpayen. Et donc, comme ils ne font que défendre le droit privé, ils ont transposé les réflexes, leur manière de défendre le droit privé, de telle manière qu'on se retrouve avec des dispositions qui concernent des individus. Je donne un exemple, dans la Constitution, ils ont mis, nous on a fait la remarque, hein, on a dit, les alinéas 4 et 5 de l'article 19 sont à supprimer car toutes ces infractions sont prises en compte dans le Code pénal, titre 8, des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix. Et c'est revenu, ils ont dit, hein, oui, ça c'est le droit privé. Quand c'est le droit pénal, c'est le droit privé. Et donc, les auteurs ou co-auteurs de ceci, ce sont des notions de droit pénal.
Oui, la Constitution ne traite pas de la sanction des individus, etc. Oui, il y en a beaucoup. Alors, parmi les incohérences même de forme, il y a une imprécision dans la rédaction de certaines dispositions. Vous voyez comment ils ont rédigé, et puis nous on avait reformulé, hein, on a donné la belle formulation, bon, en tenant compte de ce qui est contenu dans la Constitution du Bénin, de France et du Sénégal. L'article 151, on a dit, c'est à reformuler. Ils n'en ont pas tenu compte. Hein. L'initiative de la révision appartient au président de la République et au Parlement. Nous, on a dit que c'est mal formulé. Parce que quand je le dis souvent, il y en a qui disent que, mais, vous voyez le texte là, il y a de hauts magistrats, non? Il y a des magistrats hors hiérarchie. Parce que dans le subconscient des Centrafricains, le meilleur juriste au monde, c'est des magistrats hors hiérarchie. Alors, je le dis en constitutionnaliste. Dans la Constitution de la 5e République, tout comme dans la Constitution du Sénégal et du Bénin, on dit l'initiative appartient concurremment au président de la République, qui est un acteur politique, et aux membres du Parlement, qui sont des acteurs du Parlement. Or, vous voyez, prenez la Constitution, vous mettez l'article 5, dit l'initiative appartient concurremment au président de la République, un acteur politique, et au Parlement, un bâtiment. Donc, en la rédaction actuelle, même Kakbayen n'a même pas le droit d'initier une révision telle que c'est rédigé. L'initiative appartient au Parlement, c'est-à-dire le bâtiment qu'on voit là-bas. Là. Une personne morale, au Parlement. Ouais. Est-ce que vous ne voyez pas la nuance dans la Constitution française? Ils ont dit aux membres du Parlement, c'est différent du Parlement. Donc, en légistique, il faut être clair. En légistique, il faut être clair. Une incohérence aussi de mise en forme. Alors ça, moi j'ai relevé les deux constitutions. L'article 80, si vous prenez l'article 80, on se retrouve avec 30 tirets. Hein? Vous avez le document 30 tirets, l'article 30. Vous voyez dans le document publié par le journal officiel, au niveau du ministère du secrétaire général du gouvernement, monsieur le rapporteur, puisque si vous voulez procéder à la vérification, l'article 80 qui traite, page 57. Non, on n'a pas le même document. Parce qu'il y a c'est à partir de ces deux documents-là que je relève les incohérences de forme. Ben, vous avez le texte de... S'il vous plaît, article 80, c'est tellement de pages que je n'aurai pas le temps de tout lire. Non, vous ne lisez pas. Je vous fais signaler... Pratiquement une trentaine de tirets. Voilà, non. C'est plus d'une soixantaine de tirets. Alors, or moi, j'ai recompté techniquement. Voyez-vous, juridiquement. Alors, écoutez ce que j'ai dit dans mon commentaire. Alors que le texte publié au journal officiel, sous le regard du ministre du secrétaire général du gouvernement et des relations avec le Parlement, comporte 56 tirets. Ce document, ce même article, comporte 56 tirets. Alors que le document édité par la Cour constitutionnelle comporte 39 tirets. C'est normal? Il y a une incohérence. Prenez le document qui est publié au journal officiel, ça comporte 5 ans, j'ai compté. Vous voyez, on dit l'initiative, hein, vous voyez, sont du domaine de la loi. Bon, je donne un tiret militaire. Ça veut dire quoi? C'est un tiret. Sont du domaine de la loi, de juridiction, le statut des magistrats. Ce sont les tirets qu'ils ont. Or là, c'est des fautes commises par les secrétaires. Et ça n'a pas été... Et donc, c'est la Cour constitutionnelle qui, dans la version, a corrigé et on se retrouve effectivement avec 39, hein, j'ai mentionné ici, 39 tirets qui correspondent aux 39 tirets du document initial. Si vous connaissez le projet de constitution, il y a 39 tirets exactement. Ouais, donc, il y a une incohérence de forme qui... Mais d'abord, ça, c'est une incohérence de forme qu'on peut corriger. À l'article 80, on a une expression qui a été introduite, hein, un membrane de phrase qui a été... introduit et qui a posé problème. C'est l'article 85. Il y a le mot dérèglement. La Cour constitutionnelle a pour appréciation interconstitutionnalité et puis qui doit traiter aussi des règlements. Ça, cette disposition, ce moment de phrase doit être retirée. Et qui doit le retirer? Est-ce que c'est la Cour constitutionnelle? Si la Cour constitutionnelle a corrigé, c'est tiré, c'est des questions de forme. Mais pour ce qui est du règlement qui a posé problème, parce que lorsque le chef de l'État avait pris un décret à l'époque portant création de la délégation des travaux et des investissements et des stratégies,
le sieur Bengunda avait intenté une action devant la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle s'est fondée sur cet article-là pour annuler un décret pris par le président de la République conformément à l'article 10 du texte organique de la présidence de la République. Le texte organique autorise le chef de l'État à créer des pools, des délégations, ainsi c'est dit dans le règlement intérieur. Et donc la Cour constitutionnelle a annulé. Elle dit non, puisque la délégation ressemble à une entreprise, la Cour constitutionnelle ne s'est même pas souciée de savoir s'il s'agit d'une entreprise publique ou d'une délégation qui est quelque chose. Les travaux publics, ça a été toujours possible depuis Louis XIV. Il y a toujours des délégations de travaux, le chef de l'État peut aller dégager le financement, il vient pour rester dans l'histoire, il crée des bâtisses. Vous avez le musée du Louvre, ça a été créé là-bas, c'est des délégations de travaux. C'est le chef de l'État spécialement, parce qu'il a des amis, il peut le connaître. Et puis dans le cadre de ces délégations, parallèlement à ce que fait le gouvernement, il le fait. C'est une délégation. Donc ça, la Cour constitutionnelle, technique. Donc pour corriger cela, il faut une révision, parce que la Cour constitutionnelle ne peut pas faire. Donc c'est resté intact. Ça, voyons, ce sont les quelques anomalies de forme. Mais il y a aussi des anomalies de fond qu'on doit corriger. Lui, le député Kapayan est revenu là-dessus. Et moi, en suivant la numérotation des articles, moi j'ai évoqué la nécessité de renforcer les conditions d'éligibilité en ce qui concerne particulièrement les binationaux. L'élection est une affaire des nationaux. Ceux qui ont la double nationalité, ils doivent se présenter aux élections? Non. En France, c'était la première constitution à autoriser le vote et l'éligibilité des citoyens. Après, c'est terminé. C'est une affaire de ceux qui, parce qu'il y a des secrets d'État. Si vous êtes deux nationalités, vous voyez, est-ce que c'est normal, c'est dangereux pour un pays? Et donc, cette condition-là, on doit renforcer pour dire qui doit être élu aux élections nationales. En Europe, ils ont élargi un peu, mais c'est seulement pour des élections municipales. Les élections municipales, on est proche de la population. Bon, ceux qui sont de nationalité, de citoyens européens, voilà. Celui qui est belge, il peut être peut-être fait partie du conseil municipal de Nice, etc. Ça, c'est possible. La citoyenneté est élargie. Mais pour des élections nationales, c'est une affaire des nationaux.